bonsoir et bienvenue dans ce 6e numéro de programme croisé. Nous sommes donc au second round. Les partis politiques sont déjà passés et depuis le 26 août, vous les suivez qui évoluent sur ce plateau. Ce soir encore, nous recevons la NGR, l'UGDD, l'UFR, la GECI, le PUP, le GUD et la GPT. Aminata Sangaré sur ce plateau. Oui, sur ce plateau, nous avons la GECI, la génération citoyenne, qui sera représentée ici par Mamadou Siré Diallo, qui est suppléant du candidat président Fodé Mohamed Souma à Kaloum. Ensuite, l'UFR, Union des forces républicaines, M. Babara Fofana, candidat sur la liste nationale chargé de communication du parti. Ensuite, le GUD, entendez, Guinée Unie pour le développement. Président du parti, Dr Sekou Bena Kamara, qui est en tête de liste. Voilà, Ami Sangaré. À côté de moi, vous avez donc le Parti de l'Unité et du Progrès, le PUP, qui est représenté par El Hadj Sekoumar Diallo, et les membres du Bureau politique national et candidats sur la liste nationale. Vous avez la NGR, la nouvelle génération pour la République. M. Daouda Kamara est tête de liste de la NGR. L'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, est représenté par Moriba Fiak Collier. Il est le chargé des affaires juridiques. Vous êtes donc les bienvenus sur ce plateau. Vous le savez, nous avons 2560 candidats pour 114 places. Quel argument vous avez pour qu'on vous choisisse, vous, et pas les autres? Nous allons commencer donc par la GECI. La GECI. Ce que moi je pourrais dire une fois à l'Assemblée, comme en prime abord, il faudrait voter des lois. Une fois les lois votées, il faudrait que réellement que nous suivons ou nous contrôlons l'action gouvernementale. C'est ça le rôle principal des députés. Maintenant, à la GECI, notre vision, c'est quoi? Le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la circonscription de Kaloum, on n'a pas une liste nationale. Et c'est comme par le passé, vous le savez peut-être mieux que moi, et Kaloum s'élargissait sur des parties de la commune de Matam, de Dixine, de Khatoma et de Matoto. Et le centre-ville était prévu sur le plateau de Koloma. Aujourd'hui, la GECI revient afin de donner un prestige et une dignité au Kaloumka pour mieux revivre cette vision. Donc la GECI, dans son projet, essaiera d'élargir Kaloum en poussant au fait la mer, en mettant deux corniches, une corniche vers Dixine et une autre vers Matam, qui permettra une autre entrée. Parce que nous savons, et dans la révolution, la stratégie, c'est pour qu'il y ait une seule entrée. Donc, pour une émergence, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'entrées. Ceci est une proposition de loi ou un projet de société? Voilà. C'est une proposition de loi que nous mettrions en place une fois à l'Assemblée. Parce que tout ce qui ira dans l'intérêt de la nation, je pense que les confrères, eux aussi, accepteront ces différentes propositions. Et une fois à l'Assemblée, je sais qu'il y aura des groupes parlementaires. Mais tout ce qui ira dans l'intérêt de la nation, les Guinéens vont l'accepter. Maintenant, à l'intérieur de Kaloum. Non, d'abord, vous avez dit qu'une seule entrée sur Kaloum, c'était une stratégie de la révolution. Donc, c'était fait exprès, selon vous? Bien sûr, moi je dirais que c'était fait par exprès. Ah bon?
Ben oui. Parce que là, c'était juste pour pouvoir maintenir la population, pour pouvoir gérer la population. Donc on a vu aujourd'hui, c'est une ancienne pratique. Donc la justice fera cette rupture en donnant la chance aux Guinéens de s'exprimer pour qu'il y ait beaucoup plus d'entrées. C'est comme par exemple la France. La capitale de France, savoir, c'est pas une seule entrée à la capitale. Mais il y a des dizaines d'entrées. C'est ça le développement en fait. Et la justice mettra en place qu'il y ait des entrées dans la ville, même de Conakry. Si aujourd'hui on a vu qu'on a 5 communes, les autres communes comme la commune de Matoto, de Dixie, en regardant le taux démographique, c'est différent du taux de la population de Kaloum. Donc il faudrait qu'il y ait un équilibre, en créant même des dizaines de communes. Si vous voyez aujourd'hui même à l'intérieur de Kaloum, tous les ministères sont concentrés. Donc à travers la vision de la génération citoyenne, on essaiera de délocaliser certains ministères en les envoie vers la haute banlieue. Voilà, merci messieurs. Vous allez revenir certainement vos propositions, par exemple, de société que vous aurez à soumettre à l'Assemblée. Oui, grand merci. D'abord, mes remerciements vont à l'endroit de présidents des partis politiques qui finalement ont accepté de terminer cette transition. Pourquoi la GUID et quel projet de société? Et nous le savons que la République, déjà, c'est-à-dire le président de la République a son projet de société, mais dans ce projet de société, nous avons l'énergie et l'eau qui devient pour nous des facteurs primordiaux. Et moi, en tant que docteur en énergie, je crois que notre apport sera de faire tout pour que la Guinée soit éclairée. Mais ce n'est pas seulement la théorie, comment. Je voudrais vous expliquer comment. C'est de grands investissements. Quand vous prenez par exemple la Guinée, vous avez 33 fleuves, donc Kunkuré. Kunkuré seulement nous donne, vous savez, Garafi, c'est 65 MW, Kaleta, 240 MW, Souapiti nous donnant 675 MW, et Amaria nous donnant 575 MW, dont le total nous donnera 1340 MW. Pour réaliser seulement Kunkuré seulement, vous irez dans les 2 à 3 milliards. Pour que cela soit possible, il faut des grands investissements. Pour ces grands investissements, il faut une garantie. Une garantie, c'est l'Assemblée nationale qui garantira par la loi, par exemple, de BOT. Et je crois que notre apport spécifique sera là pour que cette loi soit signée. Ça, c'est un. De deux, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale dont nous souffrons. Comment faire pour que nous ayons l'eau? Oui, les 23 bassins versants. Nous allons faire des barrages de retenue, quelles que soient les distances et la répartition, ce n'est pas un problème. C'est d'envoyer l'eau. Et cette eau sera utilisée pour l'aménagement en eau. Et aussi, cette eau sera utilisée pour l'agriculture et cette eau sera utilisée pour l'énergie. Donc, notre focus, que nous ne serons pas là à changer le projet de société de la République, mais qu'est-ce que nous pourrons ajouter? Un Américain l'aurait dit que qu'est-ce que je dois faire pour la Guinée, c'est pas pour que ce que la Guinée doit faire pour nous. Donc précisément, c'est de faire tout pour que la Guinée ait l'énergie de développement. Cette énergie de développement doit être intégrée et l'énergie peut être utilisée ici en Guinée et dans les pays limitrophes. Nous sommes le château d'eau et la source de tous ces fleuves. Alors pourquoi ne pas utiliser? Oui, mais Monsieur le Président, avant d'utiliser, il faut d'abord l'avoir. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour avoir? Pour l'avoir, il faut le plan cadastral. Ce plan cadastral, c'est la fondation. Quand vous voulez construire votre maison, il faut que vous ayez ce plan. Pour faire ce plan, c'est que nous avons des têtes ici en Guinée qu'il faut les réunir avec les têtes de l'extérieur pour avoir ce plan cadastral de développement, que ce soit de l'eau ou bien de l'énergie. Je crois que c'est la même position sur ce sujet précis avec la nouvelle génération, M. Daouda Camara. Oui, absolument. Bon, vous savez,
Mon frère Kamara Sékou Benna, on a eu à travailler ensemble pendant un certain temps et puis nos chemins ont divergé, mais je suis convaincu que ces deux chemins vont encore se croiser. Si j'ai bien compris, votre question c'est pourquoi voter NGR et pas un autre parti. Je voudrais d'abord commencer par saluer les téléspectateurs de la RTG, leur dire combien nous sommes heureux de participer à ces élections législatives que nous attendons dans 2 semaines, si tout va bien. Pourquoi la NGR? Nous avons toujours dit que, à observer le Guinéen de par son comportement, nous avons compris que son comportement, comme le comportement de tout être individu, c'est la résultante d'un certain nombre d'éléments, à savoir les croyances, les sentiments, les pensées, mais surtout les besoins insatisfaits. Ces besoins insatisfaits, nous en avons dénombré fondamentalement 3 qui font aujourd'hui que le Guinéen soit devenu particulièrement agressif et méchant. Ces 3 besoins, c'est quoi? Le premier besoin aujourd'hui du Guinéen, c'est ce besoin de liberté de penser et de vivre autrement qu'en jaune. Aujourd'hui, on souhaiterait que tout le monde soit habillé en jaune, alors que le drapeau guinéen, si mes souvenirs sont bons, il y a encore le rouge à côté et puis le vert. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces 2 autres couleurs. L'arc-en-ciel, si je vois, on parle de l'arc-en-ciel aujourd'hui. L'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est entre 7 et 9 couleurs. Je ne vois que le jaune. Ça signifie que tous les autres partis qui ont rejoint le RPG, c'est des partis qui sont tout à fait dans une situation de frustration. Donc cette liberté de penser et de vivre autrement, c'est un besoin criard chez le Guinéen aujourd'hui. Ce deuxième besoin que nous avons constaté chez le Guinéen, c'est ce désir ardent de tout Guinéen aujourd'hui de participer à la reconstruction du pays. Si on en écarte une partie, pour une raison ou une autre, je pense qu'on a tout à fait faux par rapport à cela. Et le troisième besoin que nous avons constaté, c'est ce fameux besoin de leadership, aujourd'hui qui nous manque. Le besoin de leadership. Et ça signifie quoi? Ça signifie aujourd'hui que la Guinée a besoin d'un leader qui ne navigue plus à vue, qui a un programme bien précis. Ça veut dire quoi? La Guinée a besoin d'un leader qui commence d'abord par alphabétiser la population sur ce qu'il veut faire pour le pays. On dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Nous avons entre 6 mètres et 8 mètres d'eau qui s'abattent sur le pays en saison de pluie. Moins de 2-3 mois après la saison de pluie, nous n'avons plus d'eau. Ça veut dire que la Guinée a besoin aujourd'hui d'un leader qui lui dit qu'il prend des dispositions pour faire des barrages, pour retenir cette eau qui va se perdre à la mer. On n'a plus envie de cet émiettement-là du pays, la situation de déliquescence que la nation guinéenne connaît aujourd'hui. Il faut faire en sorte, vous savez, il y a des gens qui ont donné la définition de la nation en disant que c'est une adhésion volontaire d'un groupe d'individus autour de certaines considérations que sont la langue, un territoire, une culture. Mais cette définition a très vite été évincée par une définition beaucoup plus rationnelle, puisque toutes les nations sont pluriethniques. On ne peut plus se baser sur ces caractéristiques-là. Pour construire une nation moderne aujourd'hui, il faut trouver des projets rassembleurs. Projets dans lesquels tout le monde se retrouve. La NGR, justement, les projets que la NGR a commencé par 5 grands projets que je vais vous citer. C'est l'éducation et la formation professionnelle de nos jeunes, c'est la santé, c'est l'habitat et la sécurité sociale,
c'est les grandes infrastructures auxquelles je vais rajouter maintenant les petites infrastructures, parce que j'ai été particulièrement déçu de voir que le peu d'infrastructures qu'on avait jusqu'à maintenant est dans un état de dégradation incompréhensible. J'ai fait le petit tronçon Carrefour Constantin, marché de Madina. Mettez une femme enceinte sur ce tronçon, quel que soit son état de grossesse, vous avez une fausse couche assurée. Prenez la route Koya, la route Conakry-Koya, vous mettez 2 heures pour faire 50 km. Ce n'est pas permis. Donc il faut faire les petites et grandes infrastructures. Le 5e grand projet, c'est naturellement les télécommunications. Nous vivons dans un monde moderne où aujourd'hui, vous êtes à Tabouna là-bas, moi je suis à Bruxelles, je vous appelle, je vous vois, vous me voyez. Mais ce n'est pas tout. Ces 5 projets ne sont pas suffisants en soi. La NGR, pour financer ces 5 grands projets, en a 4 autres. Ces 4 autres, c'est quoi? C'est justement ce fameux problème de l'énergie qui nous manque tant aujourd'hui et qui pourtant est susceptible de nous rapporter plus de 5 milliards de dollars. Bon, mal. Après l'énergie, c'est les mines, parce que tout le monde dit que la Guinée, c'est un scandale géologique. Les mines, les richesses fondamentales de la Guinée aujourd'hui, ou principales de la Guinée, c'est la bauxite, dont nous avons les 2 tiers de la réserve mondiale, que je sache. Nous avons un gisement de minerai de fer le plus riche au monde. Tenez-vous tranquille, ces 2 minerais, pourquoi aujourd'hui nous les exportons à l'extérieur pour les traiter? C'est parce que nous n'avons pas l'énergie chez nous. Mais nous avons la chance qu'il y a eu des études qui ont été faites, qui ont été financées par l'USAID en 2004, sur commande de la CEDEAO, qui ont démontré que la Guinée a une potentialité de production hydroélectrique de 6000 MW. Alors, quand tout est pour tout, nous n'avons besoin que de 600 MW pour tous nos besoins, y compris vos besoins domestiques. Vous allumez la lumière nuit et jour, 24 heures sur 24, vous ne l'éteignez pas. 600 MW. Ça veut dire que nous avons une réserve de 5400 MW que nous pourrons revendre, à commencer par justement ces grandes sociétés minières qui viendront s'installer chez nous. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Parce que déjà, je vois que ce que vous citez est une préoccupation de chaque Guinéen. Comment la NGR, par des propositions concrètes, attire les lecteurs à choisir la NGR qui a des solutions? Justement, laissez-moi d'abord en terminer avec ces 4 projets que nous avons estimé être des projets générateurs de revenus pour éviter que la Guinée justement s'endette. Ça, c'est un des arguments que je peux faire valoir. Après l'énergie, les mines, il y a forcément l'agriculture qu'il faut citer, et puis il y a le tourisme que nous avons identifié pour pouvoir financer ces 5 grands projets que je vous ai dit. Et nous avons estimé que ces 9 grands projets, on ne peut justement les réaliser sans que ce que nous avons appelé le socle de la gouvernance ne soit une réalité dans le pays, à savoir la sécurité, la justice et la bonne gouvernance. Pourquoi maintenant les gens vont voter pour nous? Je le crie ici haut et fort, parce que la NGR, vous remarquerez que la NGR c'est un parti adulte. C'est un parti responsable, c'est un parti de consensus, c'est un parti de dialogue. Quand les autres sont en train de chercher à faire danser les gens dans les rues à tous les carrefours, nous c'est les cadres que nous cherchons. Des cadres qui réfléchissent au devenir de ce pays, au développement de ce pays. Et Abessila, le leader de notre parti, c'est quelqu'un qui n'a pas attendu de briguer les suffrages en Guinée pour pouvoir s'investir dans son pays. Abessila, c'est quelqu'un qui a commencé à réaliser pas mal de choses dans le pays, à commencer par la RTG, où il a contribué à financer un projet d'archivage chez vous,
Abessila, c'est le leader qui a construit un centre de santé à Fayet. Abessila, c'est le leader qui a construit des écoles à Kindia. Abessila, c'est quelqu'un qui a financé le microcrédit à Kindia. Il a fait pas mal de choses en attendant que le peuple lui donne sa confiance. Abessila, je n'ai pas fini. Ok, ça va. Ça va, je reviendrai là-dessus. Le PUP, comme son nom l'indique, c'est le parti de l'unité et du progrès. Et tout ce que nous disons aujourd'hui, développer la nation, développer le pays, ne peut se faire sans le courant. C'est à partir du courant qu'on peut développer une nation. Je ne veux pas rentrer dans les commentaires, les spécialistes le savent très bien. Et le parti de l'unité et du progrès, c'est un parti qui a déjà fait ses preuves. Je voudrais vous rappeler seulement cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si nous sommes tous réunis autour de cette table, il a fallu une volonté politique d'un parti national pour demander aux Guinéens de rentrer, de venir s'installer et que chacun apporte sa contribution à l'édifice national. Donc, si ces conditions n'étaient pas créées, il va sans dire que certains qui sont parmi nous ici aujourd'hui ne seront plus là. Donc, il faut saluer et reconnaître le mérite de l'homme qui a essayé, avant même la bourre, de demander à tous les fils de ce pays de venir, que chacun vienne avec son expérience, que chacun vienne apporter sa contribution. Maintenant, pour ceux qui se sont passés mettre dans l'art de critiquer, de manque de ceci ou de cela, je vais le dire simplement que c'est à l'effort qu'on reconnaît l'artisan. C'est-à-dire que nous devons travailler. Le Guinéen doit travailler. Le PUP a tiré des leçons. Il a une politique très sincère et claire. Et pour cela, je n'ai pas besoin de dire qu'on a fait des ponts, des échangeurs, on a fait ceci, cela, vous le savez. C'est de visu. C'est sûr de tout le monde. Donc voilà en gros ce que le PUP peut dire pour informer la population. Parce que nous luttons d'abord contre l'exclusion. C'est pour cela qu'on a demandé à ce que tous les Guinéens viennent pour faire sortir notre pays de cette situation que nous déplorons aujourd'hui. Mais vous savez, à chaque situation donnée correspond un comportement donné. Cela veut dire tout simplement qu'il faut éviter, et lorsqu'on ne maîtrise pas la politique d'un parti politique, il faut l'approcher, discuter avec ses cadres. Donc voilà en gros ce que le PUP peut vous dire. Et ensuite, nous avons des projets arrivés à l'Assemblée nationale, si vous me permettez. Nous avons compris, en faisant une analyse de la situation générale, qu'il faut d'abord sécuriser le pays. C'est le premier facteur. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut pas téléphoner, on ne peut pas avoir l'énergie, on ne peut pas avoir les routes, on ne peut pas faire les ponts. Mais le PUP n'a pas l'ambition de faire des ponts maintenant. C'est quand il sera au pouvoir qu'il va faire les ponts. Mais il va proposer des textes qui pourront permettre à notre pays d'avancer. Nous ferons des projets au gouvernement pour que ces lois que nous allons proposer soient appliquées et rigoureusement appliquées par le gouvernement. Lesquelles lois, par exemple? Par exemple, je parle de la sécurité. Tout le monde le sait aujourd'hui. Ce qui se passe en Guinée. Tu ne peux pas dormir tranquille dans ta chambre. Dans la circulation, on peut te kidnapper. Concrètement, quelle loi? Comment vous voulez que cette sécurité soit cadrée? Cette sécurité... Quelle loi, par exemple? Non, c'est arrivé à l'Assemblée que nous allons prendre les décisions. Parce qu'il y aura des groupes parlementaires qui sont là-bas et le PUP viendra faire sa proposition. Moi, je ne veux pas dévoiler tous nos secrets ici, mais j'engage une certaine situation pour que déjà les gens comprennent quelle est cette volonté qui anime le parti de l'unité et du progrès. Parce que quand on parle d'unité, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, il y a des cadres qui sont là qui m'écoutent. Quand on parle de progrès, on sait ce que cela veut dire. Barbara Fofana. Je salue les militants et les sympathisants de l'Union des forces républicaines de M. Sidya Touré, qui est notre tête de liste pour la liste nationale de l'UFR. L'UFR a aussi 12 circonscriptions qui se proposent de conquérir. Je vous les cite rapidement: Kaloum, Matam, Matoto,
Nous avons Forekaria, Koya, Libreka, Bofa, Boké. Nous avons Farana. Nous avons Massanta. Nous avons Zirekure et nous avons Yomo. D'abord, je vous dis tout de suite que cette occupation du territoire national dénote le caractère transversal de notre parti. C'est un parti qui se bat pour l'unité de ce pays. Pourquoi ces élections législatives sont importantes? Pour 3 raisons fondamentales. La première, elles mettent fin à une transition qui a trop duré et qui bloque le développement de ce pays. La deuxième raison, elle permet, lorsque l'Assemblée sera plurielle, de transporter le débat politique de la rue dans l'hémicycle. La troisième raison, on va avoir une Assemblée qui va être un contre-pouvoir du pouvoir exécutif. Il est extrêmement important que nous introduisons ces 3 conditions pour établir ce que... C'est pourquoi nous nous battons. Pour que la représentation populaire qui constitue l'Assemblée nationale vraiment reflète la pluralité de la Guinée dans tous les sens. Maintenant, vous m'amenez à parler de Sidya Touré. Je pense que quand j'aborde mon leader, beaucoup vont dire non, nous on le connaît. Parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Le seul gouvernement qui a proposé à ce pays un document prospectif, c'est le gouvernement de Sidya Touré en 1996. Ils ont élaboré la Guinée, un document Guinée Vision 2010. À l'époque, quand ils le faisaient, on était en 1996. Beaucoup ont estimé que c'est trop loin 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Donc si les propositions qui étaient faites à l'époque avaient été adoptées, avaient été suivies, le pays, la Guinée serait aujourd'hui un pays émergent. Je vous l'assure. Le document est là, vous pouvez le visiter. Vous l'amenez avec nous? Nous n'allons pas amener avec nous, parce que je répète que c'est un gouvernement qui applique. L'Assemblée, c'est pour voter les lois. Quand nous allons aller à l'Assemblée, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de mettre une commission en place pour revisiter la Constitution. Il faut revoir la Constitution actuelle de la Guinée. Elle a été faite par le CNT. Elle n'a pas été mise à référendum. Ce n'est pas acceptable dans un pays moderne comme la Guinée. Il faut qu'on sorte de là. Donc nous allons revoir la Constitution et nous allons la soumettre à référendum. La deuxième chose à l'Assemblée nationale, nous allons mettre les lois qui nous permettent de contrôler le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est aujourd'hui, il n'y a aucune loi, j'étais député, qui permette aujourd'hui d'obliger le gouvernement à faire quelque chose. Aucune loi. Même les motions que nous votons, il revient au gouvernement de les accepter ou de les rejeter. Nous allons mettre des dispositions qui nous permettront de contrôler l'action du gouvernement et éventuellement de sanctionner le gouvernement en votant des motions de défiance. Donc il y a beaucoup de choses à dire de ce côté. Sur le plan du développement, vraiment, quand je parle de développement, je dirais que Sidya est un visionnaire. C'est le seul Premier ministre qui est venu ici, qui a pris qui a annoncé des nouvelles. Aujourd'hui, nous nous battons autour du courant, de l'électricité, comme si c'était la fin du monde. En 1996, il est venu, il a dit en décembre, je donnais le courant à Conakry. En décembre, il a donné 24 heures sur 24. Jusqu'à son départ, le courant n'a pas été tout en Guinée. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes. M. Sidya Touré, il a dit qu'il fera le développement de la Guinée à partir de l'agriculture. Parce que d'abord, la majorité de notre population est agriculteur. La majorité. Ensuite, c'est un domaine où le pays est prédestiné depuis longtemps à être vraiment le pays agricole par excellence depuis la colonisation. Les risques, si vous voyez les plaines qui sont en Guinée, avec un peu d'aménagement, nous pouvons nourrir toute l'Afrique de l'Ouest.
mais on parle d'électricité. Lorsque M. Sidya Touré est venu en 1996 à l'Assemblée nationale pour présenter son programme, il a annoncé qu'on allait établir un réseau dans toute l'Afrique de l'Ouest qui va partir de la Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria jusqu'au Nigeria. L'interconnexion entre ces pays en électricité. À l'époque, c'est l'Union européenne qui voulait le faire gratuitement pour la Guinée. Quand Sidya l'a proposé, c'est les cadres guinéens qui sont levés pour dire non, nous ne voulons pas dépendre de quelqu'un. Sidya a été voir le général Lansana Conté, il lui a dit non, vous ne serez colonie de personne. Mais lorsque l'interconnexion est là, il arrivera un jour où la Guinée va surproduire l'électricité. Mais elle pourra la vendre à un pays qui en a besoin. Ce n'est pas un problème de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Malheureusement, la Guinée elle est comme elle est. On a tout fait pour saboter les propositions de Sidya Touré. Sidya Touré, vous êtes pressé d'arriver à l'Assemblée pour remettre tout ça en ordre. Mais l'Assemblée, ça va être plus utile que ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne lisons pas dans les journaux du point de vue du scandale, des conventions qu'on signe à la va-vite, on ne sait pas comment, les marches qu'on passe, etc. Mais cela va cesser lorsque l'Assemblée nationale sera là. Ce sera une Assemblée nationale responsable. L'émanation du peuple, ce sera le pouvoir central, ça. Personne ne pourra faire maintenant ce qu'il veut en Guinée. C'est terminé. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait la transparence et qu'on ait une assemblée valable. Pas une caisse de réserve, pas une caisse d'enregistrement. Que ce soit une assemblée qui est l'émanation du peuple de Guinée. Ceci permettra à ce pays de sortir sa tête de l'ornière. Je vous dis que c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, on abuse des Guinéens dans tous les sens. Parce que notre pays a beaucoup d'illettrisme. Et cela nous gêne. Parce que la première chose que nous allons combattre, c'est d'abord que nous allons, Sidya a dit, commencera par moderniser l'administration guinéenne. Parce qu'il faut faire une administration de développement, pas une administration politique. Une administration n'a pas de tendance politique. Elle est une structure qui permet au pays de développer. Comment vous pouvez prendre des préfets qui passent le temps à faire la campagne pour un parti politique? C'est un agent de développement. Il faut moderniser cette administration. Après, remettre nos enfants au travail pour qu'on ait des cadres. Aujourd'hui, l'éducation en Guinée est au plus bas. Nous avons honte d'avoir aujourd'hui les écoles qu'on a. Aucune modernité. C'est maintenant qu'on décide qu'on va mettre l'anglais. Les autres ont l'anglais maintenant au primaire. Nous décidons, ils ont l'anglais même à la maternelle. Nous avons, imaginez-vous, je vous donne un exemple parce que je suis un enseignant. La Guinée, depuis le temps de la Première République, ne compte que 3 séries de baccalauréat. Le bac sciences sociales, le bac sciences expérimentales, le bac sciences mathématiques. Dans les autres pays, il y en a 12, 14, 15 séries. Parce qu'on se spécialise, il y a un bac informatique. Nous sommes là avec les 3 bacs. Aujourd'hui, quand vous voulez sortir les économistes, ce sont les enfants qui sont en sciences sociales. Lorsque nous voyons avec quelle amertume vous exprimez cela, c'est que dès que vous arrivez à l'Assemblée, on va reprendre l'éducation en Guinée. Mon frère, vous verrez ce que ce pays, la Guinée, les enfants guinéens sont des enfants brillants. Mais monsieur Fofana, ne pensez-vous pas que les produits de l'école guinéenne aujourd'hui sont purement destinés aux réalités du terrain? Quand vous parlez de bac informatique par exemple, le pays atteint le niveau de... Madame, je m'excuse de vous dire que nous ne faisons pas nos cadres seulement pour la Guinée. Nous le faisons pour le monde. Le Guinéen bien formé peut postuler pour n'importe quel poste à travers le monde. C'est un cadre de haut niveau. Qu'est-ce que je vous dis ça? Prenez par exemple le bac économique. On appelle ça le bac B. Pourquoi vous voulez que nous mettons les enfants en série A? Lorsque vous dites sciences sociales, c'est série A. La série A, c'est les littéraires, c'est les historiens, c'est les philosophes. Lorsque vous voulez faire des économistes, vous faites la série B. Aujourd'hui, en sciences sociales, il n'y a pas de mathématiques. Comment vous voulez faire un économiste qui n'a pas les bases de mathématiques, qui ne connaît pas la statistique? Où vous voulez l'envoyer avec ça? Quelles seront par exemple vos propositions pour attirer beaucoup plus d'étudiants vers les profils scientifiques? Mais il faut les rentabiliser. Vous savez, le problème, les profils, d'abord vraiment madame, vous voulez me faire rentrer dans la réforme de l'éducation nationale en Guinée. Et ça va être long? Je vous dis, ça va être très long. Parce que là, nous avons des idées très claires.
Nous avons des propositions très nettes, sans démagogie. Ce pays doit former ses enfants. Et si nous voulons un avenir pour ce pays, il faut d'abord penser à la formation de nos enfants. Je vous jure que c'est une préoccupation fondamentale de M. Sidiate. Et vous avez déjà la stratégie. Nous avons la stratégie et nous les proposerons. Invitez-moi un jour pour qu'on parle que de l'éducation. Ok, M. Barbara Fofana, donc, est candidat sur la liste nationale chargée de la communication du parti UFR. Je n'ai pas dit pourquoi je veux qu'on vote pour nous. Oui, on nous reviendra tout de suite. En attendant, vous êtes 8 sur le plateau. M. Moriba Fiak Collier, qui est chargé des affaires juridiques de l'UGDD, est déjà impatient. Pourquoi les gens doivent voter pour l'UGDD? Vous savez, l'UGDD a choisi des candidats qui vont être déterminés à faire entendre la voix de nos compatriotes à l'hémicycle. Nous, on veut changer. On veut changer de conception de la République. On veut changer de méthode. On veut changer de démarche par rapport à l'ensemble de la société guinéenne. Et quand vous regardez la Guinée, elle souffre énormément. Elle est malade de l'idée de ses dirigeants actuels. Et vous le savez autant que moi, monsieur le journaliste, que l'économie n'est pas lessivée. Les finances ne sont pas assainies. Il y a même le délabrement des infrastructures économiques. Vous le savez, l'eau, vous avez la télécommunication. Quand j'échange comment on appelle la Sotelgui, elle est morte et elle est enterrée, vous le savez. Nous pensons qu'il faut repenser la politique de ce pays. C'est vrai, nous aurons notre politique que nous allons proposer, bel et bien comment on appelle, à l'hémicycle. Nous avons des propositions de loi qui vont être les nôtres une fois à l'hémicycle. C'est extrêmement important. Mais il est important de parler d'un certain nombre de situations avant d'y arriver. Quand vous prenez par exemple, j'ai parlé des infrastructures économiques, j'ai parlé de l'électricité. C'est un secteur névralgique. Mais lorsqu'un chef d'État se permet de nommer quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il ne connaît rien au dossier de l'énergie. Vous avez un docteur en énergie, il s'est présenté à vous. Vous mettez à la tête de comment on appelle ce secteur névralgique, un politique, c'est ce résultat qu'il peut produire. Cela ne doit pas étonner. Nous voudrions qu'à l'hémicycle, que désormais, qu'il y ait des lois cadres concernant nos entreprises de services. C'est-à-dire que nous voudrions que désormais, lorsque nous avons à nommer quelqu'un, nous avons à placer quelqu'un à la tête de l'EDG, à la Caisse nationale de sécurité sociale, etc., que ce soit par voie d'appel d'offres, que ce soit par voie concurrentielle. D'accord? Ça veut dire on va permettre aux valeurs sûres de s'exprimer dans ce pays. Mais lorsque moi, je m'assois, je dis, bon, parce que je suis du même bord politique que vous, je vous choisis pour devenir le patron de l'EDG, mais finalement, c'est ce que ça produit. Et le président de la République, comme on le voit aujourd'hui, il n'arrive pas à s'affranchir de l'esclavage de l'impunité. Parce qu'un monsieur qui a utilisé plus de 400 millions de dollars pour régler le plan d'université, il n'a pas pu. Le président de la République ne l'appelle pas pour dire, mais monsieur, quel est l'état que vous avez laissé de votre gestion? Il ne le fait pas. C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi nous pensons que dans ce pays, il faut qu'on arrête de mentir aux Guinéens. Il faut qu'on se dise la vérité en face. La Guinée a besoin de nous, de chacun d'entre nous. Nous avons été à l'école, beaucoup d'entre nous n'ont pas été à l'école. Mais nous qui avons été à l'école, nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce pays-là rayonne. Et si chacun d'entre nous veut contribuer au renouveau démocratique de ce pays, il va falloir qu'il soit franc avec lui-même. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait la confiance à l'égard d'une idée de nous-mêmes. Il faudrait qu'on se fasse d'une idée de nous-mêmes. Il faudrait qu'il y ait la confiance à l'égard d'un président. Il faudrait qu'il y ait la confiance à l'égard d'un député. Parce que c'est quoi le Parlement? C'est extrêmement important, il faut le savoir. C'est la pierre angulaire de la démocratie. Une démocratie incomplète sans Parlement. C'est pourquoi dans les grandes démocraties, vous verrez que c'est là qu'on décide. C'est-à-dire c'est à l'Assemblée qu'on va décider de toutes les questions fondamentales de la nation. Quand vous prenez la banque de chez nous, notre argent, il n'est pas protégé. Donc nous pensons qu'il est important qu'on fasse asseoir, n'est-ce pas, et c'est notre conviction à nous, d'accord, qu'on fasse asseoir, qu'on mette en place une loi qui va assurer l'indépendance de la banque de chez nous. C'est extrêmement important. Parce que notre banque, elle n'est pas indépendante. La banque, c'est la poste du chef de l'État. Un chef, ce n'est pas seulement sous Alpha Condé, il faut avoir le courage de le dire. Je pense que tous les gouvernements qui se sont succédés, ça a été la même chose, c'est le même scénario. Donc nous voudrions que désormais, que les banques, n'est-ce pas, soient protégées, qu'il y ait une banque, que le président de la République se contente de sa caisse noire. Mais lorsqu'un chef d'État peut s'asseoir, demander à ceux qu'on lui envoie de l'argent, et puis on le fait automatiquement au détriment du peuple de Guinée, et puis finalement,
quand il s'agit de payer les fonctionnaires, on n'a plus d'argent. On dit les caisses sont vides, où on va avec tout cela? Quels sont les raisonnements qui vous amènent aujourd'hui oui, à dire que le pouvoir a une mainmise sur la banque de nos jours? Oui, excusez-moi, vous savez, on a parlé... Surtout lorsque vous faites une affirmation, c'est le peuple qui nous suit. Je suis d'accord, allez-y. L'État fait envoyer l'argent de la banque centrale. Convainquez le peuple. Oui, effectivement, je vais vous le dire. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, l'État il n'y avait même pas de liquidité. Il y a 2 mois, ça a retardé. On est allé mettre pression sur les banques pour leur dire, écoutez, il faut que vous payiez les fonctionnaires parce qu'il y a manque de liquidité. Pour éviter qu'il y ait des sorties massives, inutilement. Parce que comme on le voit, cet État est en proie à la délinquance financière. Et comme je l'ai dit, il va falloir qu'on s'affranchisse de l'esclavage, de l'impunité. C'est extrêmement important. Donc nous, il est bon qu'il y ait une loi qui va renforcer les ressources dédiées aux collectivités. C'est-à-dire que les ressources qu'on va dédier aux collectivités locales, il faudrait que ces ressources-là soient importantes. Donc nous proposons 10% du budget national. C'est extrêmement important. Quand vous regardez, puisque aujourd'hui, le budget du pays, ça fait 800 milliards de nos francs. Mais lorsque vous prenez les autres, quand vous prenez les collectivités, pour construire une école, on va vous dire banalement, pour construire cette école, ça nous a fait 4 milliards, 2 milliards. Mais pourquoi on n'allouerait pas, n'est-ce pas, de fonds importants aux collectivités locales? Parce que ces collectivités locales, c'est là qu'on apprend la démocratie locale. Le développement aussi doit être à la base. Ce n'est pas seulement au sommet de l'État. Donc il faut permettre, n'est-ce pas, aux populations locales de se développer. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens quittent ces collectivités pour la ville. D'accord? Parce qu'on pense que c'est seulement ici qu'il y a bon vivre. Alors, autre aspect. Nous allons aussi assurer à l'hémicycle, nous ferons en sorte qu'il y ait une loi sur l'indépendance des juges. C'est vrai, la constitution de chez nous, qui est la norme de référence par excellence, dit qu'il y a l'indépendance, n'est-ce pas, des magistrats. Mais c'est seulement sur du papier. On n'a fait que cloner les tests français en la matière. Mais dans la réalité, c'est-à-dire que dans les faits, c'est autre chose. Donc nous voudrions, par exemple, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État qui nomme les magistrats, et finalement les magistrats vont dépendre de lui. Donc nous voudrions que désormais, que le Conseil supérieur de la magistrature s'investisse dans la nomination, c'est-à-dire qu'eux-mêmes qu'ils aient la possibilité de nommer un certain nombre de magistrats. Pas toujours le président de la République, parce que lorsque vous donnez tout ça au président de la République, finalement les magistrats ne seront qu'aux ordres du chef de l'État. Voilà ce que nous dénonçons. Nous ne voulons plus. Et la justice a manqué pendant le long de ces 3 années. Vous le savez, quand il y a eu les événements malheureux de Zogota, des gens qui ont été assassinés dans leur sommeil, vous le savez. 6 personnes ont trouvé la mort. Et il y en a à qui on a voulu trancher la tête. Mais ça n'a pas marché. Donc, et aujourd'hui, cette situation est là. C'est une patate chaude. Ce sont des cailloux dans les chaussures, n'est-ce pas, de l'État, aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons, la justice a manqué tout au long. Nous voulons rétablir la justice dans ce pays. Il faut que la justice essaye de faire son travail. Ça compte beaucoup pour une nation. Parce qu'on a comme l'impression de ne pas être dans un état de droit. Excusez-moi, ça va peut-être choquer. Mais on a comme l'impression qu'on est dans un état de nature. Et qu'un état dans lequel on a de références qu'un être humain n'est pas un état. Dans un état de droit, on a de références que la loi. Chacun d'entre nous doit pouvoir respecter la loi. Et c'est cela. Si on le fait, on va réaliser le renouveau démocratique de ce pays. Alors, autre aspect. Nous voudrions, une fois à l'hémicycle, qu'il y ait 2 capitales. Capital économique, capital politique. C'est vrai, c'est un débat qui revient chaque fois. Et tout le monde en parle. Et puisque l'argent ne veut réellement pas du bruit, parce que quand il y a du bruit, l'argent ne veut pas. Une loi proposée sur la promotion de l'emploi jeune. C'est vrai, aujourd'hui, les gouvernements successifs, effectivement, en font un slogan. On en fait vraiment une offensive de charme. Et on en parle, et sans aborder ce sujet de façon sérieuse. Et nous pensons que pour le faire, il faut attaquer les 2 facettes de ce sujet. Il y a l'offre d'emploi, il y a la demande d'emploi. Au niveau de l'offre d'emploi, c'est-à-dire tout simplement la main-d'œuvre qualifiée et disponible pour travailler. C'est extrêmement important. Et au niveau de la chose, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait que la main-d'œuvre soit qualifiée. Et pour cela, il va falloir qu'on réponde sur le système éducatif. En cela, je rejoins M. Badara, c'est ça? Voilà. Babara. Voilà. Il a dit, effectivement, il va falloir lessiver ce domaine. Et puisque l'enseignement aujourd'hui dans notre pays est au rabais. Moi, en tant que professeur d'université, j'insiste là-dessus. Vous avez la solution? Ben, tout à fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Une fois à l'hémicycle, on va proposer, on va demander aux autres d'accepter qu'il y ait une loi sur qu'on accorde les 15% du budget national, n'est-ce pas, à l'éducation. Parce que
comme on l'a dit, beaucoup de gens, les gens ne sont pas formés. Et quand vous demandez à un étudiant même d'écrire une phrase, il ne peut pas vous écrire. Il ne fera qu'écrire du gribouillis sur des feuilles. Donc finalement, vous avez du mal même à lire. Donc c'est pour cela, moi je pense que l'UJDD pense qu'il est important que le budget qu'on va allouer à l'éducation soit un budget très important et de façon à permettre, l'amélioration du système éducatif. Ça, je passe. Et pour le faire, on parle du chômage des jeunes. Il faut combattre la corruption. Si vous ne combattez pas la corruption, comment vous allez employer les jeunes? L'argent qui se trouve dans les caisses. Si vous n'êtes pas... il y a la corruption quand on le fait, c'est un frein. C'est un frein à l'emploi des jeunes, nous pensons. S'il n'y a pas la paix sociale, s'il n'y a pas la justice, les investisseurs ne peuvent pas venir investir. Les bailleurs de fonds vont refuser. Parce que les bailleurs de fonds diront, écoutez, on ne va pas accepter de venir investir dans un État où il n'y a pas de sécurité. C'est pourquoi merci donc à l'UJDD. Nous étions avec M. Moriba Fiak Collier. Deuxième tour de questionnaire. Vous êtes tous candidats donc à la députation. Vous avez présenté des candidats dans des circonscriptions, je crois, et vous avez une stratégie de campagne pour atteindre vos électeurs. Nous allons commencer cette fois-ci par le PUP. Le PUP a une stratégie de communication bien élaborée. Cette stratégie permettra à mon parti d'atteindre ses objectifs. Le PUP est représenté sur la liste nationale. Nous ne sommes pas à l'uninominal, compte tenu de certains facteurs que nous avons mesurés, que nous avons compris qu'il y avait des petits problèmes à certains niveaux. Donc il fallait être sur la liste nationale. Et cette liste nationale, le PUP a élaboré sa stratégie. Nous avons des collaborateurs, des responsables qui sont à l'intérieur du pays. Et notre parti a ses structures à la base, de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Et nous avons utilisé des canaux de communication que vous connaissez. Et ces canaux sont mis à disposition pour pouvoir véhiculer nos messages. Et nos messages passent parfaitement. Et nous avons utilisé tous les supports à notre possession pour pouvoir faire entendre la voix du PUP, parce qu'il y a une confiance, il y a un engouement qui a été créé entre le parti et ses militants, ses sympathisants et ses alliés. Des alliances aussi? Nous avons des alliances avec des partis, je ne citerai que peut-être 2, pour ne pas dire le nom des 35 partis, mais nous avons Comuna, que vous connaissez, parti Comuna, qui est avec nous. Vous avez le PEG pour ne citer que les 2. Sinon, sur notre liste qui passe présentement, le poster que nous avons sur le terrain, vous avez la photo de 10 présidents de parti. Donc c'est déjà pas mal. C'est un atout pour le PUP, pour nous permettre d'atteindre nos cibles. Nos cibles, ce sont nos électeurs. Et là, nous avons des valeurs sûres sur le terrain, parce que les gens se souviennent de tout ce que nous avons fait comme prouesse dans le domaine de l'éducation, de la santé, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'habitat, le domaine de la sécurité, le domaine de l'emploi. C'est connu de tout le monde, c'est connu de toute la population guinéenne, pour ne citer que cela. Et en dehors de toutes ces réalisations que je ne vais pas citer individuellement, nous avons également aussi des relations de collaboration avec certains partis qui sont même autour de cette table, qui ne me diront pas le contraire. Nous travaillons en synergie. Donc, il y a une politique que le PUP a menée sur le terrain, c'est d'abord d'approcher tous les leaders politiques pour nous permettre de travailler ensemble. C'est ensemble que nous pouvons construire cette nation. Divisé, on ne pourra rien. Vos stratégies pour corriger Je n'ai aucun élément à ma possession pour permettre de dire que l'élaboration de ces grands projets a fait défaut. Le problème, c'est que j'ai constaté qu'il n'y a rien dans ce cadre-là. Et comme il n'y a rien dans ce cadre, nous allons nous y investir. Mais comme ça rentre dans le cadre d'un pot global, un pot commun, l'un n'allant pas sans l'autre,
C'est pour ça d'ailleurs que nos 4 projets, nous avons appelé ça les 4 roues motrices, parce que c'est comme une 4x4, ça va indépendamment l'une de l'autre, mais c'est synchronisé. Donc tout constitue un pot commun. Je ne vais pas jeter la pierre du doute sur qui que ce soit. Je constate tout simplement que ces projets, même s'ils ont existé, la Guinée étant un pays où les études de faisabilité font force d'activité dans notre pays, mais il n'y a jamais rien qui a bougé. Donc moi, je ne sais rien dire par rapport à ça. Mais si vous permettez, parce que la NGR a des circonscriptions, nous avons seulement retenu 3 circonscriptions, parce que justement, je voulais dire que ces élections, ce n'est pas des élections présidentielles, c'est les élections législatives. Ça veut dire que c'est les élus du peuple qu'il faut. La NGR n'a pas du tout la prétention d'occuper à elle seule toute l'Assemblée nationale. Au plus cette Assemblée est diversifiée, au mieux c'est pour la démocratie. Donc nous avons limité notre gourmandise. Nous avons eu un candidat à l'uninominal à Kindia, à la personne du président du parti Abbé Sylla lui-même. Nous avons un candidat à l'uninominal à Dubreka, à la personne de Elhaj Aboubakar Bangoura. Et puis nous avons un candidat à l'uninominal qui est plutôt une candidate à Sigiri. Et parfois je me suis amusé à dire d'ailleurs, comme tout le monde dit que Sigiri c'est le fief du RPG. Je dis bon, si c'est le fief du RPG, peut-être que Sigiri a l'habitude de voter Condé. Cette fois-ci, nous, c'est une Condé Mousso qu'on a présenté là-bas. Comme ils votent Condé, ils ont voté pour un Condé qui est à la présidentielle, ils vont voter pour une Condé Mousso à ces élections législatives. Donc c'est les 3 et nous avons une liste nationale dont j'ai le grand bonheur d'être la tête de liste. Donc si je peux me permettre de dire encore un petit mot par rapport à ce que nous aurons envie de faire dans le cadre de cette Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été avancées ici et je pense que tout le monde est unanime à reconnaître que la révision de la Constitution, elle est impérative, il faut la faire. Et une fois que ça sera fait, il faut soumettre ça à référendum pour que ça soit l'émanation du peuple de Guinée lui-même. Je vous ai signalé tout à l'heure quelque chose parce qu'il ne faut pas du tout non plus se disperser. Je vous ai signalé le problème de l'entretien des routes aujourd'hui dont le pays souffre. Nous allons proposer peut-être quelque chose dans ce cadre-là, essayer de décentraliser au plus bas possible. Et pourquoi pas au niveau du quartier, l'entretien des routes. Je vais vous donner un exemple. Comme moi je vis en Belgique, vous savez, en temps de neige, la neige quand ça tombe partout, vous, propriétaire de votre maison, vous êtes responsable de la neige qui tombe devant votre maison. C'est vous qui devez nettoyer. S'il y a un accident devant votre maison, c'est vous qui êtes responsable. Alors qu'on dise aux responsables de quartier, si on voit un trou sur telle route qui relève de ton quartier, c'est toi qui es responsable. Devant des concessions. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vous voyez que l'idée n'est pas du tout bête, ça fait son petit bonhomme de chemin. Quand je vois les efforts que les enfants fournissent aujourd'hui pour boucher les trous, ça veut dire que c'est pas compliqué à faire. Donc, nous allons proposer une plus grande protection de la femme guinéenne. La femme guinéenne, elle continue encore de souffrir. Et il y a un nouvel élément aujourd'hui que nous connaissons. Avant, c'était les femmes qui cherchaient les hommes riches dans ce pays. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est les hommes qui cherchent aujourd'hui les femmes riches en Guinée pour pouvoir profiter de leurs biens. Donc il faut penser à protéger ces femmes. Dans un second volet, une femme qui passe toute sa vie avec un homme, qui lui fait des enfants. Malheureusement, chez nous, c'est souvent l'homme qui décède avant. Quand l'homme décède, quel que soit le nombre d'enfants que cette femme aurait fait pour cet homme, c'est du jour au lendemain que la famille de l'homme vient pour remercier la femme, comme s'il n'y avait absolument rien eu entre elle et son mari depuis tant et tant d'années. Donc il faut une plus grande protection de la femme guinéenne. Pour la protection de la femme. Effectivement. Une mesure aussi en faveur des jeunes. Oui, je rejoins notre frère pour l'emploi jeune. C'est vrai que ça c'est lié à la formation de notre jeunesse. Je vais rappeler tout simplement que Abbé Sylla disait que dans la carrière professionnelle d'un individu, vous passez par 3 phases. Première phase, vous commencez par travailler pour un patron. Deuxième phase, vous travaillez pour vous-même. Troisième phase, c'est les gens qui travaillent pour vous.
Donc il faudrait que l'éducation déjà mette dans la tête de nos enfants cet esprit d'entrepreneuriat. Parce que l'État à lui seul ne peut jamais donner de l'emploi à toutes ces jeunesses. La Guinée est l'un des pays aujourd'hui où pratiquement le taux de mortalité et le taux de natalité sont pratiquement à égalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec cette couche de jeunesse-là qui va représenter pratiquement 80% de la population. Si cette couche de jeunesse, on ne commence pas à penser à son emploi, ça va être une véritable bombe à retardement sous nos pieds. Et la dernière chose, juste des mesures contre l'impunité. Des mesures contre l'impunité, parce que c'est vrai que beaucoup de choses finalement sont devenues récurrentes dans notre pays, parce que l'impunité continue d'être encore une réalité très fortement ancrée chez nous. Il faut absolument combattre l'impunité chez nous. Quelqu'un fait une faute, il doit savoir qu'il a fait une faute. Il doit être sanctionné. Et c'est pour ça que je veux tirer l'alarme en disant que s'il y a jamais parmi les candidats députés ceux qui veulent être députés pour se cacher de la justice, si jamais il est question de lever leur immunité, la NGRS sera le premier parti à voter qu'on lève cette immunité. Parce que la justice, elle doit se faire à quelque niveau que ce soit. Je vous remercie. Merci. Je me tourne vers M. Bernard. Vous avez assez d'initiatives en matière énergétique et il est vrai que la Guinée a de quoi revendre en potentialité de ressources naturelles. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire d'abord que la GID, la Guinée Unie pour le développement, est représentée seulement au niveau national. Mais quelle politique nous avons fait? C'est que en fait, nous avons des candidats qui représentent les 4 régions naturelles. Et comme le nom dit, j'ai la Guinée unie sans distinction pour le développement du pays. Donc, par rapport à l'énergie, effectivement, nous avons 6000 mégawatts de réserve. Et ça, c'est seulement les recherches qui nous ont prouvé en utilisant l'eau, mais nous n'avons pas même tenu compte des réserves qu'on a pour les ressources renouvelables. Et si on ajoute à ça, mais écoutez, nous allons partir jusqu'à 8000, 9000 mégawatts. Mais maintenant, la question qui est posée, nous savons comment, c'est là le problème. Nous savons comment le faire. Comment le faire? Il faut mettre la fondation. Pour construire une maison, il faut faire la fondation. Et il s'agit de mettre sur place les spécialistes qui doivent nous indiquer quelle est la fondation. Un plan cadastral de développement. Ça, c'est un. De deux, par rapport à l'eau, nous avons 4 à 6 mm d'eau qui tombe. Et la surface guinéenne, 245 857 km², les 80% de cette surface regorge l'eau. Et si vous voyez Conakry, 300 km, ça c'est la mer. Alors là, nous avons tout dans notre main pour ne pas que nous souffrons de l'eau. Justement, M. Bernard, c'est que depuis l'indépendance, nous ne faisons qu'évoquer, applaudir, que chanter nos richesses. On a trouvé même des slogans, scandale géologique, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La question n'est pas là aujourd'hui, le constat est fait, et refait, et récité, et répété, et ressassé. Quelle solution vous proposez? La solution est simple. Effectivement, les frères ont fait leur mieux. Nous avons un à un. Si vous faites la sommation des recherches, on a envoyé des spécialistes qui ont fait les études. Nous avons les études déjà couchées. Revoyons ces études. À partir du moment qu'on a ces études, nous allons vers les investissements. Oui, la Guinée est un scandale. C'est là il faut souligner ça. Ce scandale que je parle, même économique. Pourquoi un investisseur doit venir? Il doit venir. Pourquoi? Parce que nous avons nos valeurs. Alors, devant ces valeurs, nous valorisons ces valeurs pour faire ce que nous voulons. C'est là la solution. Voilà. Maintenant, la justice. Vous avez des méga projets pour le ralliement de la banlieue à Kaloum. Vous pouvez nous parler un peu de la stratégie de communication que vous aurez à soumettre à l'Assemblée? Et d'abord, ils sont où d'ailleurs, candidats? À Kaloum, je crois. Aujourd'hui, on s'est donné corps et âme pour que le président lui-même soit candidat. Parce
Parce que n'oubliez pas, c'est une personne ressource, une personne compétence qui a travaillé à la Bourse de Paris. Il a été le premier noir qui a exercé cette mission, l'honneur même de la peau noire. Le président de la GESI, Fodé Mohamed Souna. Donc, moi je dirais, la Guinée, nous avons des compétences. Il faudrait profiter de ces compétences afin de faire valoir nos différentes ressources pour que la Guinée triomphe. Si vous voyez aujourd'hui, il s'est présenté même à Kaloum, c'est parce qu'il est né à Kaloum. Il connaît réellement c'est quoi Kaloum. Parce que même le nom Kaloum, c'est un Baga. Ceux qui connaissent lui en tant que fils de Baga, il faudrait que le Kaloumka aussi pense beaucoup à cela. Aujourd'hui, la GESI réellement pourra donner cette confiance, l'honneur et la dignité au Kaloumka. En tant que personne ressource, comme je disais, une personne de haute finance, notre vision c'est de faire réellement Kaloum un centre d'affaires. Ce centre d'affaires qui permettra d'être ici la locomotive même de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe à Kaloum. Dans notre vision, comme je le disais, il faut décentraliser. Même le palais présidentiel, nous disons, ce palais n'a pas sa place à Kaloum. Bien sûr. Donc, quand je vous parle des corniches que la GESI propose et proposera une fois à l'Assemblée, parce que tout ce qui ira dans l'intérêt de la nation, nos confrères vont accepter. Il y a eu déjà des études qui ont été effectuées depuis l'indépendance. Et n'oubliez pas, son papa, Amara Souma, qui a fait même le marché de Niger, qui a fait le chemin de fer. Donc, comme on le dit, tel père, tel fils. Donc, cette clé, c'est seul, je ne dirais pas seulement la GESI, mais c'est seule la GESI qui détient la clé pour en faire réellement et Kaloum une ville de hautes affaires. Monsieur Babara Fofana, la promotion des filières scientifiques, c'est source de développement dans tous les secteurs. Voilà, est-ce que vous pouvez nous citer par exemple quelques propositions que vous avez déjà pour soumettre? Ailleurs, à partir de la 10e année, ces enfants ont accès par exemple au microscope. C'est-à-dire réalisent des préparations qu'ils examinent déjà jusqu'en terminale. En terminale, quand vous arrivez en terminale, vous êtes déjà un habitué de tout ce matériel scientifique qui doit vous accompagner dans votre profession. Quand vous arrivez à la faculté de médecine, on ne vous apprend plus comment utiliser le microscope ou bien comment utiliser un scalpel. Ici, il n'y a aucun microscope de la première année jusqu'en terminale. Les élèves n'ont que des cours théoriques et enseignés de façon dogmatique. Je vous dis que j'aimerais je reviendrai sur ce problème. Je voudrais dire que le projet de société, je ne vais pas insister dessus parce que ça concerne l'exécutif. Comme ceci d'être Touré sera président de la République de Guinée, vous verrez sa vision. Mais là, on va à l'Assemblée d'abord. Attendez, je vais terminer tasse. Vous verrez sa vision. Il va prouver aux Guinéens qu'il n'y a aucune fatalité qui frappe ce pays. C'est un problème de vision et de leadership. Uniquement. Quand il est arrivé en Guinée, économiste qu'il est, il est parti dans son village, il a fait 500 hectares de palmiers nés. Pour montrer qu'on peut être un intellectuel fonctionnaire et s'attacher à la terre. Il est venu, il a créé des sociétés, à Sophie, au moins une dizaine de sociétés. Des écoles. Victor Hugo, Victor Hugo, c'est son école. Mais aujourd'hui, je dis, je ne rentre pas dans le problème. Je dis, les gens connaissent Sidia. Ce que je vais demander, là, je vais regarder en face les électeurs guinéens, leur dire, il faut faire attention. Nous avons fait beaucoup d'erreurs.
Lorsqu'on vous demande de choisir parmi plusieurs candidats, commencez par connaître les uns et les autres. C'est lorsque vous les connaissez que vous appréciez leur qualité sur le concret, pas dans la théorie, pas dans le verbiage. Eh bien, à ce moment-là, vous faites un choix objectif. Souvent, nous nous trompons de choix. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Ça fait 3 ans, depuis l'élection présidentielle, que vous vivez dans la misère noire. Il y en a qui n'ont même pas à manger une fois par jour. Les saletés vous envahissent partout. Vos routes sont dégradées de tous les côtés. Et vous êtes là, vous vivez presque à peine. Personne n'est venu pour vous voir. Personne n'est venu pour vous demander comment vous allez sortir de là. Dès qu'on annonce les élections, vous voyez des tas de personnes qui viennent vous voir avec des sacs de riz, avec des centaines de milliers de francs guinéens. Je répète que c'est pour acheter votre conscience. Alors, ne tombez pas dans ce piège. Nous voulons que vous élisez des députés qui vont remonter à l'exécutif toutes les préoccupations des populations guinéennes. C'est là le rôle d'un député. Ce n'est pas de s'asseoir à l'Assemblée pour seulement faire les lois, c'est de connaître quelles sont les préoccupations des populations et de les remonter à l'exécutif, de les signifier à l'exécutif pour qu'il les corrige, parce que c'est l'exécutif qui doit les corriger. Et déjà, l'UFR est dans quelle circonscription pour remonter les préoccupations? À l'uninominal, je l'avais dit, je vais le répéter, nous sommes dans 12 circonscriptions électorales. Nous sommes à Kalou, nous sommes à Matam, nous sommes à Matoto, nous sommes à Koya, nous sommes à Forekaria, nous sommes à Dubeka, nous sommes à Bofa, nous sommes à Boké. Et nous ne sommes pas seuls. Parce que si vous remarquez les 12 circonscriptions que je viens de vous citer, eh bien l'UFDG n'a aucun candidat parce que nous avons une alliance avec l'UFDG depuis le 2e tour des présidentielles. Mais par exemple, nous n'avons pas de candidat uninominal à Ratoma et à Dixine parce que ces 2 circonscriptions, nous les avons laissées à l'UFDG où on les soutient aussi. Il en est ainsi un peu partout. Nous avons tenu compte des résultats du premier tour, du premier tour. Le parti qui est venu en premier lieu dans certaines circonscriptions, on a laissé ce parti-là et l'autre parti le soutient et vice-versa. Donc je vais vous dire, c'est Syria qui vous fait appel, peuple de Guinée. On a adopté un slogan, Sidia Touré, la solution pour la Guinée. Ce slogan a tout son sens. Vous avez constaté que vraiment, parmi tous les premiers ministres qui ont passé dans ce pays, personne n'a marqué la primature comme Sidia Touré. Et vous savez que de tout le temps, dans l'opposition, il n'a jamais dit quelque chose qui est contraire à la vérité, quel que soit le régime. C'est un monsieur de conviction, de vision et qui aime énormément la Guinée. Bien. Alors votez pour nous, votez pour l'UFR. Ce sont donc les arguments de l'UFR. Je crois que Moriba Fiak, Coulier de l'UGDD, pour boucler ce débat. Merci monsieur Tass. Notre stratégie elle est simple. Je pense qu'on ne va pas distribuer de l'argent aux gens pour acheter leur conscience. Nous sommes à Zérékoré, ça c'est l'uninominal. Et sur le scrutin de liste nationale, ça c'est effectivement la circonscription électorale, c'est tout le territoire national. Nous sommes seulement à Zérékoré compte tenu d'un certain nombre de choses que je ne veux pas entrer dans tous les détails. Et ce qui est important, c'est qu'il est important que le peuple de Guinée comprenne qu'il faut voter pour les députés qui vont être déterminés à faire entendre la voix de nos compatriotes. Qu'on ne vote pas pour tel parce que tout simplement il est de mon ethnie. Si on le fait, on aura gâté la Guinée. C'est pourquoi nous pensons que le vote qui va être fait le 24, ça sera un rendez-vous avec l'histoire. Ça ne sera pas un vote pour une semaine, ça sera un vote pour 5 ans. Ça ne doit pas être donc un vote d'humeur. C'est extrêmement important. Mais on tient compte des projets, des propositions de loi que chaque parti va proposer. C'est extrêmement important. Je veux que le peuple de Guinée émette un vote utile. C'est extrêmement important. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Parce que la Guinée a toujours été, n'est-ce pas, ce pays des occasions manquées. Et chaque fois, on se trompe. Chaque fois, on s'étonne que le pays ne se développe pas. On s'étonne que le pays, n'est-ce pas, on s'étonne qu'il y a la récession économique. Donc, il est temps maintenant de le faire.
Il est temps de barrer la route, n'est-ce pas, à un gouvernement qui n'a rien fait et qui va, si vous reconduisez encore, si vous acceptez que ce soit le RPG, si le RPG devient majoritaire au Parlement, dans ce cas, c'est qu'on ne veut pas aller de l'avant. Mais si on veut aller de l'avant, il va faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un contre-pouvoir au Parlement pour amener le président à travailler. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Mesdames et messieurs, nous étions donc aujourd'hui dans le 6e numéro de programme croisé. La prochaine fois, Aminata Sangaré, nous aurons sur ce plateau le RPG Arc-en-Ciel, le RGP, le PGRP, le RDIG, le PNR, le PDP, le RGUD et le PEDN. Merci de votre attention. Vous avez suivi le programme et les arguments chocs de ces candidats à la députation. Comme je le dis toujours, c'est à vous, électeurs, vous donc qui nous suivez, c'est vous qui faites le croisement pour être très clair et très décisif lorsque vous serez aux urnes entre vous et votre conscience. Merci de votre attention. Bonsoir à tous.